Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour parler d'un sujet qui concerne plusieurs millions de personnes, plusieurs millions de chômeurs indemnisés par l'assurance chômage. Une assurance chômage en grand danger avec 30 milliards d'euros de déficit cumulé annoncé à la fin de l'année 2016. Pour débattre des réformes envisagées pour sauver ce régime, Christophe Sirugue, député socialiste de Saône-et-Loire, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée. Sandrine Mouret, secrétaire de la CGT de Côte-d'Or. Bonjour. Bonjour à vous. Pierre-Antoine Kern, vous êtes le président du MEDEF de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Et de Côte-d'Or. Guillaume Maillard, conseiller régional UDI de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. Je le disais, ça commence lundi la négociation de la nouvelle convention de l'UNEDIC sur fond, on va le rajouter pour le contexte, de réforme, de début de la réforme du marché du travail, un deuxième front qui va peut-être compliquer les négociations sur l'indemnisation chômage. Je parlais de déficit au début, je cite la Cour des comptes, ce déficit menace la soutenabilité du régime. Faisons d'abord un constat, Christophe Sirugue, est-ce que le système d'indemnisation des chômeurs en France, il est tout simplement en danger ? Je pense qu'à partir du moment où il y a des difficultés, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Et donc, il faut en effet s'interroger sur les outils nécessaires à maintenir ce dispositif. Parce qu'il faut d'abord le maintenir. Il faut le maintenir parce que c'est un élément qui nous permet, dans une période difficile, d'avoir des éléments finalement de soutien à des populations qui sont au chômage et qui ont besoin d'une indemnisation. Donc il faut qu'on réfléchisse à ce contexte particulier que nous traversons, mais en même temps, il ne faut pas vouloir détruire un système qui doit perdurer et qui mérite d'être soutenu de ce point de vue-là. Pierre-Antoine Kern, quelle est la position du MEDEF là-dessus ? Est-ce que de votre point de vue, le système il est en grand danger ? Et est-ce que c'est la parole que vous allez porter à partir de lundi ? Alors déjà, le constat, c'est pas loin de 4 milliards de déficit cette année qui sont prévus. Par ailleurs, un endettement de 30 milliards. Donc évidemment, un système qui est fondé sur le déficit et l'endettement ne peut pas perdurer. Donc il est en danger. Alors je rejoins M. Sirugue sur le fait que c'est un élément aujourd'hui social important, le fait qu'on puisse indemniser les chômeurs. Je crois qu'il faut effectivement aller plus au fond dans l'analyse de pourquoi ce régime aujourd'hui est déficitaire et faire en sorte de le rendre plus stable et puis de résorber ses déficits sur plusieurs années. J'ajoute que je suis chef d'entreprise aujourd'hui, mais j'ai été salarié dans ma vie professionnelle et j'ai été 2 fois au chômage. Donc, c'est pas moi qui vais dire qu'il faut supprimer ce régime, bien sûr. Sandrine Mouret. Alors, bien évidemment, alors, la CGT ne nie pas le déficit. Comment pourrait-on le faire ? Par contre, je suis d'accord avec M. Sirugue, il faut s'attaquer aux causes. Aux causes. Et les causes, c'est le nombre de chômeurs. Et donc, comment faire pour garantir à l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont jetés des entreprises, qui sont licenciés pour cause de crise ou d'autres ou de licenciements multiples et variés, comment assurer, à ces demandeurs d'emploi une garantie de niveau de vie, de la formation qualifiante, et pour ça, on doit s'attaquer aux causes. Et peut-être, on le verra plus loin, non pas en suivant les préconisations du président Hollande, mais peut-être avoir au niveau et des recettes et de la résorption du chômage, donc la responsabilité des entreprises par rapport au nombre de chômeurs. Je disais que le dossier travail allait sûrement parasiter ce dossier-là. Guillaume Maillard, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous entendez 30 milliards, vous faites partie de ceux qui disent ça ne peut pas continuer comme ça ? C'est sûr, 30 milliards en 2016, mais on parle de près de 35 milliards en 2018 si rien n'est fait. Donc la soutenabilité même de l'assurance chômage comme elle existe actuellement est remise en question. Vous parliez tout à l'heure de le maintenir, je pense qu'il faut le faire évoluer. On ne peut pas rester comme ça pour la suite, pour nous, pour les salariés, pour l'ensemble des Français. On a un système qui a vécu, je pense que ce système doit aller de l'avant. C'est un système généreux, le système français. Mais c'est pas quelque part la générosité du système qui est à remettre en cause. C'est principalement l'effet ciseau qui est actuellement présent en France, un chômage de masse, une inflation faible. L'équation est difficile à résoudre. Pardon, vous dites système généreux, mais en fait, il y a quasiment qu'une moitié des gens qui ne travaillent pas en France qui sont indemnisés. On peut le dire comme ça. Enfin, c'est ça la réalité. C'est une question pour tout le monde. Mais on parle de système généreux. On se pose la question de. Alors, on va y venir de la dégressivité éventuelle ou d'un certain nombre de choses. Mais il y a quand même la moitié des gens qui en fait ne travaillent pas et ne touchent pas d'assurance chômage.
Oui. Il y a en gros 39,9% des personnes qui sont indemnisées. C'est quand même ça la réalité. Donc il faut qu'on ait bien en tête ces chiffres-là. Et par ailleurs, sur le montant d'indemnisation, vous en avez 50% qui sont à moins de 1 200 euros bruts. À moins de 1 200 euros bruts. Donc toutes les propositions qui sont faites sur il faut rendre moins généreux. Je n'aime pas ce terme. Il n'y a pas de générosité là-dedans. Il n'y a aucun plaisir à être demandeur d'emploi. Mais je pense que tous les systèmes qui consistent à dire il faut revenir sur ces éléments-là doivent être tempérés. Tempérés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dessus, mais ils doivent être tempérés à l'aune de ces éléments et chiffrés que je viens de mentionner. C'est vraiment important de les avoir en tête. Alors, le point de départ de notre débat, finalement, c'était ce rapport de la Cour des comptes qui évoquait la piste de la dégressivité de l'indemnisation. Dégressivité, ça a déjà été tenté en France, je crois entre 92 et 2000, ça a été abandonné. Est-ce que de votre point de vue, c'est une... Alors, moins rembourser les gens, forcément, le système va faire des économies. Est-ce que c'est une bonne idée pour faire des économies ou pour faire qu'il y ait plus de gens qui travaillent? Parce qu'il y a quand même deux façons de voir les choses, Pierre-Antoine Kern, dégressivité. Ça ne peut pas être une tarte à la crème qui solutionne le problème du chômage, certainement pas. Tout simplement, je pense à des régions qui sont sinistrées en matière de bassin d'emploi et à des chômeurs qui n'ont pas de formation. Donc, à l'évidence, si on mettait de la dégressivité à ces personnes-là, je ne pense pas qu'on améliorerait c'est pas ça qui permettrait leur retour à l'emploi. Parce que c'est ça qui doit nous guider dans cette réforme, c'est comment faire en sorte de remettre à l'emploi, en situation d'employabilité, un grand nombre de chômeurs. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les formations interviennent en moyenne à partir du 7e mois de chômage. Et elles durent en moyenne 6 mois. Ça veut dire que on est déjà à 1 an, j'allais dire, au terme de ce processus. C'est trop long. Il faut faire en sorte de raccourcir ces délais et d'avoir des gens qui sont pris en charge en matière de formation beaucoup plus vite. Moi, je me fais l'avocat du diable. On entend quand même souvent dire qu'il y a un volant d'emploi en France qui n'est pas pourvu. Il y a dans la classe politique ou patronale en France un certain nombre de gens qui pensent que si les indemnités sont dégressives, il y a des gens qui préféreront aller travailler que toucher le chômage. Guillaume, oui, vous allez y répondre, et Guillaume Maillard. Oui, alors moi, pour ce qui est de... Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, pour la dégressivité du chômage, je suis très mitigé. Je ne suis pas sûr que ce soit un outil aussi positif que ça pour résoudre les problèmes. On est un peu dans l'affichage. On est dans le symbole. Il y a eu des débats parlementaires il y a quelques temps sur des sujets qui n'avaient rien à voir, mais qui étaient tout aussi symboliques. Je pense que sur le fond, la dégressivité, c'est un vrai danger de mise en précarité de certains bassins d'emploi qui souffrent déjà. Je pense à la Nièvre, notamment, que je représente aujourd'hui, où on a un taux de pauvreté qui est important, on a un bassin industriel qui souffre. Il faut faire attention, quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Je reprends les propos de mon collègue sur la formation. Ce sujet de formation est un vrai sujet, il faut le prendre dans sa globalité. Moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on investisse quelque part sur l'humain, qu'on investisse fiscalement sur l'humain, qu'on essaye peut-être de diminuer le temps d'indemnisation, peut-être de diminuer le taux d'indemnisation, mais qu'on essaye surtout d'anticiper cette formation et pourquoi pas d'être innovant, d'envisager des formations qui pourraient être des formations confiées à des organisations privées, à des organisations industrielles, à des filières, tout en ayant le soutien de l'UNEDIC, en ayant le soutien de l'exécutif national, mais essayer quel est le plus à même d'anticiper la formation et le besoin de demain que le chef d'entreprise, que l'entrepreneur. Je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui va au-delà de savoir si on doit ou pas baisser l'indemnisation, qui, je le rappelle, n'est que de 24 mois. 24 mois, ça va vite. Pour reprendre ce que disait mon collègue qui a été confronté à ce problème, ça crée un stress suffisant. Il vaut mieux essayer d'anticiper l'avenir que d'essayer d'être aussi brutal. Sandrine Mouret. Oui, sur la dégressivité, on va être d'accord. Non, mais pour l'instant, personne ne trouve de piste d'économie, je vous signale, sur les 30 milliards. On va vous en proposer. Mais pour le moment, 69% des allocataires sont indemnisés en moyenne 11 mois. Et en gros, ils retrouvent moins d'1 an. Ils sont indemnisés moins d'1 an. Donc, ce qui voudrait dire que si le chef de l'État, Monsieur Hollande, voudrait imposer la dégressivité, ça veut dire qu'elle serait drastique, avec effectivement les Ou dangers. Alors qu'elle ne servirait à rien si elle venait au bout de 20 mois, c'est ça que vous dites. Comme elle n'a servi à rien quand elle a été mise en place. Deuxièmement, sur la formation 1, la première des choses, c'est qu'il faudrait arrêter de croire que les demandeurs d'emploi sont tous sous-qualifiés ou sous-formés. Prendre un exemple, les salariés, un exemple local, les salariés de chez TRW qui ont été licenciés, c'était des techniciens supérieurs. Eux, ils sont qualifiés.
Ils étaient très qualifiés. Comme il y en a bien d'autres, tous les demandeurs d'emploi... Ce qui veut dire que leur proposer de la formation, ce que vous dites, c'est que leur proposer de la formation, parce qu'on parle chaque fois de formation, ça sert à rien. Ce n'est pas la tarte à la crème non plus, bien évidemment, et la plupart du temps, les formations nécessaires sont aussi pour les demandeurs d'emploi de longue durée, qui sont sortis depuis longtemps du marché du travail, ou alors sur une ribambelle de contrats précaires dont on pourra parler sur les CDI et les CDD très courts, à courte durée. Pour le moins, nous sommes très attentifs et nous revendiquons les droits à la formation des demandeurs d'emploi, mais de la formation qualifiante. Un exemple sur la transférabilité des droits dont il est question aujourd'hui. Un salarié, il a des droits à la formation dans le cadre du CIF. Quand il tombe dans la case chômage, il perd ses droits. Pourquoi il n'y aurait pas une portabilité des droits CIF lorsqu'on est au chômage, avec portabilité des droits, avec les mêmes moyens, sur des formations qualifiantes. C'est-à-dire pas une formation où on va vous appeler pour savoir comment remplir un CV. Une formation qualifiante. Ça, ce serait peut-être une idée intéressante à reprendre. Alors, on a compris que la dégressivité ne vous semblait pas... Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que ce n'était pas forcément une solution miracle. Il ne faut pas non plus l'éliminer, mais je cite un exemple où elle n'aurait aucun effet. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Que par exemple, il vous semblerait bon qu'elle existe sur les gens qui ont les indemnisations les plus fortes? On sait que la France est le pays le plus... Alors ça représente très peu de gens, ça représente... 0,04%. Voilà, mais donc ça servirait à rien. Je crois que la vraie méthode, et je pense que c'est celle qui sera engagée à partir de lundi, c'est déjà de partager un diagnostic entre les organisations patronales et les organisations syndicales. On ne peut pas lancer des solutions toutes faites comme ça. Il faut déjà partager un diagnostic. C'est la première des choses à réaliser. Ouais, voilà. Très bien. Mais moi, je reviens à mes 30 milliards. Oui, à partir de lundi, quelles sont les pistes? Christophe Sirugue, alors, on oublie la dégressivité, on a compris. Un mot d'abord sur... Vous vouliez répondre, Guillaume Maillard? Il n'y a pas de piste. Moi, ce que j'expliquais, c'est que la dégressivité, effectivement, c'est un choix. C'est un choix qui peut s'avérer être un choix difficile pour une catégorie de salariés non qualifiés. Pour reprendre les propos de Madame tout à l'heure, je pense que c'est quand même très lié à des cas spécifiques, à des bassins d'emploi qui sont différents d'un à l'autre. Il y a, pour le bassin neversois que je connais bien, un taux de chômage important pour une population peu qualifiée. Donc les problèmes ne sont pas forcément les mêmes qu'en Côte d'Or ou ailleurs. Par contre, pour revenir sur les pistes d'économie, ce que j'expliquais, moi, c'est que une piste d'économie qui me semble raisonnable serait de diminuer le temps d'indemnisation. C'est quand même une piste d'économie. De diminuer le taux d'indemnisation, c'est une deuxième piste d'économie. Maintenant, résoudre près de 30 milliards cumulés de déficit d'un coup de baguette magique, étant donné que le chômage de masse est toujours là et que la machine ne s'est pas remise en route, c'est extrêmement compliqué. Je cherchais un exemple donné par la Cour des comptes qui estimait que sur un chômeur célibataire qui touchait à peu près 70% de son ancien salaire, la baisse d'un point d'indemnisation pouvait économiser 400 millions d'euros. Imaginez que... Est-ce que c'est une piste? Oui, assurer la pérennité financière, imaginez que cela passe obligatoirement par la diminution de l'indemnisation est une erreur en soi. Je rappelle d'ailleurs que lors de la négociation de 2014, qui a permis 3 milliards d'économies, elle a en même temps permis la mise en place de dispositifs qui étaient des dispositifs d'accompagnement et qui ont permis, de ce point de vue-là, comme les droits rechargeables, d'avancer sur cette question-là. Donc, ce n'est pas forcément cet élément-là. Ce qui creuse le déficit, c'est qu'il y a plus de chômeurs en ce moment. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que, sur ce débat-là, il ne faut pas confondre le conjoncturel et le structurel. Le conjoncturel, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est malheureusement un chômage de masse qui fait que vous avez moins de recettes et par ailleurs plus de dépenses puisqu'il faut indemniser les personnes qui sont au chômage. Mais est-ce que pour autant la mécanique elle-même est à jeter comme le bébé avec l'eau du bain? Moi, je pense que non. Et donc la question qui doit être posée, et les partenaires sociaux, c'est tout l'enjeu du travail qu'ils vont avoir à faire à partir de lundi, c'est d'essayer de voir comment on maintient les droits, parce qu'encore une fois, les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, c'est pas, faut arrêter de nous parler des personnes qui sont indemnisées à 6 000 €. C'est 0,04% des personnes. Donc, on va quand même pas faire une réflexion à partir de quelques cas isolés qu'il faut peut-être regarder. Mais c'est pas ça qui permet une vraie réflexion de fond. Et la question pour réduire, c'est probablement, en effet, c'est là où je diverge un petit peu avec ce qui a été dit tout à l'heure. La question de la formation, elle est essentielle. La qualification, parce que ça, je pense que c'est important, une formation qualifiante qui soit adressée à des gens qui parfois sont demandeurs d'emploi depuis très longtemps.
Je pense qu'on doit être plus fort, plus efficace au début de leur parcours dans le chômage pour permettre de les en sortir. Si vous les en sortez plus tôt, bien évidemment, vous faites des économies en termes de dépenses. Je me fais l'avocat du diable, mais proposer à des gens de faire un CV, ça coûte pas très cher. Les formations dont vous parlez, ça coûte très cher. Est-ce que vous n'allez pas creuser un déficit ailleurs, là où vous allez le combler sur l'assurance chômage? Si c'est bien pensé, c'est un investissement. Je pense qu'il faut quand même aussi s'interroger sur effectivement les emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui dans ce pays. Il y en a quand même 400 000 environ. Et voir quand même comment on traite le cas des salariés qui refusent un emploi. Moi, j'ai quand même eu le cas dans ma propre entreprise d'un homme qui avait 54 ans, donc il était jeune puisqu'il est plus jeune que moi, et qui était en fin de droit. Eh bien, je lui ai proposé un CDI qu'il a refusé. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des cas de figure, et ça m'a choqué, sincèrement. Donc, on peut quand même s'interroger dans certains cas aussi comment on traite, humainement, naturellement, mais objectivement, ces cas-là de refus d'emploi. Je crois que c'est pas une majorité, mais il faut quand même exploiter quand même ce gisement d'économie de manière sérieuse. Ou l'abandon de poste, ou la rupture brutale. Il y a des cas effectivement qui sont peut-être à la marge, mais qui méritent quand même, je pense, d'être légiférés pour essayer de les ajuster, d'avoir des bases saines de réflexion. Par contre, la formation, pour reprendre ce que tout le monde dit autour de la table, c'est un élément fondamental. Oui, bien évidemment. Vous êtes d'accord sur ce point-là? Sur la formation, moi je voudrais revenir quand même. Sur la baisse des droits et en temps et en niveau d'allocation. On l'a dit, 1031 €, c'est le niveau médian. 1031 €. Vous voulez dire que le chômeur moyen en France indemnisé, médian, 50% des allocataires touchent moins de 1 000 € par mois et 25% touchent moins de 625 € par mois. Hormis les envoyer dans une plus grande pauvreté, voilà à quoi ça mènerait ce genre de solution. Par contre, sur le niveau, sur le déficit, on peut voir deux choses. Les dépenses, niveau, on baisse les indemnités, ou les recettes. Alors voilà, c'est là où on ne sera pas d'accord. Ah bah bien évidemment. Voilà. Parce que si on regarde les recettes, le plan de l'émission, c'est parfait. Si on regarde les recettes, on regarde les causes. Voilà. On se rend compte ces dernières années que plus de 80% des embauches sont des CDD. De plus, 70% des CDD sont des réembauches, notamment sur les contrats courts, sont des réembauches chez le même employeur. C'est-à-dire qu'on multiplie les CDD. En plus, très courts. On voit une explosion des CDD de moins de 1 mois. Donc, ceci, ça a un coût. Politique des entreprises en termes d'emploi, de multiplier les contrats précaires, très précaires, y compris l'intérim, ça a un coût parce que ces salariés-là, ils passent à la case chômage et là, pour le coup, ils sont indemniseurs, qui n'ont pas choisi de perdre leur emploi. Alors, le coût, c'est clair. Contrat précaire, c'est à peu près 8 milliards, un peu plus de 8 milliards d'euros par an pour l'UNEDIC. Voilà ce que coûtent les contrats précaires à l'UNEDIC. On va rappeler pour nos téléspectateurs juste quand même que comment, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, comment est financé l'UNEDIC. Tout de même, voilà, les cotisations des entreprises et les cotisations des salariés. Donc voilà, c'est là la piste sur laquelle vous nous amenez. Puisque... Bien évidemment, et je vais continuer, parce qu'on oublie. Les ruptures conventionnelles. Puis après, 350 000 ruptures conventionnelles. On ne va pas me faire croire, et lorsque l'on voit dans les entreprises comment ça se passe, ou c'est pour permettre de séparer d'un salarié de plus de 50 ans parce qu'il n'est plus assez productif, ou aussi, on l'a vu ici en Côte d'Or, déguiser des PSE. Alors, et ceci, ça coûte plus de 4,4 milliards. Je synthétise. Donc, on peut peut-être regarder de ce côté-là. Ce que vous nous dites, vous, dans vos pistes, c'est il faut limiter les contrats courts là-dessus? Certains parlent d'un système de bonus-malus, par exemple, sur les contrats courts. Ou est-ce que il faut augmenter la cotisation des entreprises? On est pour que... pour qu'ils puissent répondre concrètement là-dessus. Il faut absolument que les chefs d'entreprise soient responsables de la politique de l'emploi qu'ils mènent. À multiplier les contrats courts et très courts, les ruptures conventionnelles et l'intérim, et bien évidemment, ils doivent assumer leur part de responsabilité. Vous êtes d'accord avec l'ancien ministre du Travail qui vient de dire aux entreprises arrêtez de pleurnicher? On est pour une surcotisation des contrats courts, au-delà même qu'elle avait été décidée lors de la précédente loi. De plus, on est pour une cotisation aussi de l'intérim, qui n'a pas été inclus dans la surcotisation. Pourquoi? Je vais vous dire quand même. Le patron, je finis là-dessus. Le patron de l'intérim, au moment de la loi, pour réussir à ne pas se voir appliquer une surcotisation, avait déclaré, nous allons créer
plus de 20 000 emplois CDI intérim. Vous savez, les fameux CDI intérim. Voilà ce qu'il avait promis. Résultat des courses, 3 000. Alors, réponse, Pierre-Antoine Kern d'abord. Donc, sur cotisation, quand les contrats sont très courts, une cotisation plus élevée, donc qui donnerait plus de recettes à l'assurance chômage, par exemple, ou sur l'intérim. Est-ce que c'est une piste? Non, ce sont de très mauvaises idées. Vous auriez dit le contraire, on aurait été étonné quand même. Non, ce sont de très mauvaises idées parce que, je ne sais pas si Mme Mouret a noté, mais plus on met de contraintes sur le droit du travail ou sur les entreprises en matière d'emploi, et moins elles investissent et moins elles emploient. Donc au contraire, je crois que la solution, et c'est celle qui se dessine progressivement, c'est rendre le droit du travail plus lisible, plus simple, moins contraignant pour les entreprises, faire en sorte que les CDI ne soient pas, j'allais dire, pénalisants lorsqu'on veut les arrêter, à savoir qu'on limite les dommages d'intérêt que payent les employeurs aux salariés lorsqu'ils les licencient. Là, vous ne gagnez pas de recettes et vous pouvez mettre plus de gens au chômage, donc plus de gens qui toucheront l'indemnité dans ce cas-là. Mais non, pas du tout, parce qu'il faut voir ça en vision dynamique, pas en vision statique. Qu'une entreprise, à un instant T, parce qu'elle a un problème de carnet de commandes, parce qu'elle a un problème de conjoncture, soit amenée à licencier, il faut lui permettre de faire ses licenciements le plus vite, parce que plus vite ça sera fait et plus vite elle pourra se redresser. A contrario, un chef d'entreprise qui aujourd'hui hésite à embaucher parce qu'il a peur du CDI, parce que c'est quand même très contraignant, je vous donnerai quand même un exemple pour l'illustrer, eh bien, si ce CDI est beaucoup plus souple demain, naturellement, il prendra plus facilement quelque chose, il embauchera plus facilement parce qu'il y aura moins de risques. Et c'est ce que vivent les pays qui nous entourent. Il faut quand même regarder les choses concrètement. Et je sais bien que vous ne voulez pas qu'on compare toujours par rapport à l'Allemagne, donc c'est 5% de taux de chômage en Allemagne, mais c'est 3% en Suisse. Et ce sont des pays où les contraintes sont moindres, 3% en Suisse. Donc ce sont des pays où les contraintes sont moindres pour les employeurs dans ce domaine-là. Voilà. Guillaume Maillard qui attendait patiemment. Oui, je vais vous, en tant que chef d'entreprise, ce que vous entendez sur, voilà, si vous faites des contrats courts, vous pourriez cotiser plus pour le... Je pense que ces notions de contrats courts, effectivement, c'est comme tout, si on en abuse, c'est quelque part pas une solution. Il semblerait qu'on en abuse. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité dans le tertiaire, dans la distribution. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus friands de contrats courts et de précarisation du travail que d'autres secteurs qui sont plus liés à l'industrie, qui sont plus liés à un secteur d'activité, on va dire, cyclique. Moi, le système de bonus-malus pour certains secteurs d'activité, je pense qu'il mérite d'être regardé. Je parle vraiment de quelque chose de ciblé, de chirurgical, parce que je connais certains collègues qui l'utilisent, effectivement. Ils ne contournent pas la loi, ils utilisent la loi, ils l'optimisent. Et c'est pas forcément une solution à terme. Après, il faut pas non plus montrer les chefs d'entreprise du doigt comme cela. Je crois que le gouvernement actuel vient de comprendre qu'il était important maintenant de déverrouiller le marché du travail et d'essayer de se projeter vers l'avenir. Ça met du temps à venir, mais la digue est en train de se fissurer pour enfin harmoniser les conditions de travail. Je pense qu'on est à un taux de cotisation aujourd'hui qui est complètement insoutenable, on le sait tous. Dans la brutalité, le Premier ministre a dû baisser un taux de cotisation de secteur d'activité bien spécifique. Maintenant, il faut réfléchir, il faut anticiper et il faut arrêter de boxer dans le ring en reculant. On sent aujourd'hui qu'on a un exécutif qui subit plutôt que ce qu'il anticipe. Et je pense que notre enjeu, le politique, mon sentiment du politique, c'est aujourd'hui de trouver les voies de demain. On est une société qui se numérise, on est une société qui se dématérialise. On a des destructions d'emplois qui vont créer de nouvelles créations d'emplois. Et je répète, pour moi, ce sont les entreprises, ce sont les industriels, ce sont les privés qui ont la clé de la formation de demain. De la maroquinerie au nucléaire, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à rénover cette façon d'amener de la formation et de pourvoir les emplois. On parlait tout à l'heure de 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Ce n'est pas normal. Christophe Sirugue, l'idée de Sandrine Mouret, de la CGT. Je crois que si l'embauche en CDD doit conserver l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, à l'évidence, ça nous amènera à modifier les règles qui sont celles prises en compte dans le cadre des indemnisations. Et je suis totalement d'accord sur cette position. Parce que c'est une tendance lourde. On parle d'ubérisation de la société et du monde du travail. Vous avez aujourd'hui est-ce que notre système de l'UNEDIC correspond à ce qui se passe en ce moment ? À l'évidence, ce qui a été développé par la représentante de la CGT est exact. Donc vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a aujourd'hui plus de 80%. Oui, il y a plus de 80% aujourd'hui des embauches qui sont en CDD, et notamment sur des CDD de moins d'un mois. Ça, c'est les chiffres exacts. Et c'est pas du conjoncturel, c'est une tendance qui s'est engagée. Vous avez après ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire des nouvelles formes de travail que nous n'avons pas jusqu'à présent intégrées dans nos modes de réflexion, qui devront l'être.
Parce que, bien évidemment, les personnes, à un moment ou à un autre, lorsqu'elles rompront leur activité pour X raisons, atterriront chez Pôle emploi et deviendront donc un enjeu par rapport à la question des partenaires sociaux sur le devenir du système dont nous parlons ce matin. Donc il faut bien qu'on intègre ces éléments-là. Mais je dis aussi aux représentants du monde de l'entreprise, attention, à un moment, il y a des efforts substantiels qui ont été mis en place par ce gouvernement, et je crois que c'était important que de permettre de rétablir des trésoreries, que de permettre de stabiliser des entreprises qui étaient fragilisées. Il y a des engagements qui ont été portés par le MEDEF. Donc, pour l'instant, nous attendons encore la concrétisation. Et je pense qu'il faut que dans le dialogue, il y ait un respect des engagements pris par les uns et par les autres. Je pense que le gouvernement l'a fait par rapport aux efforts financiers qui ont été engagés. La question du projet de la ministre El Khomri est posée aujourd'hui. J'ai pour ma part quelques réticences, c'est le moins que l'on puisse dire par rapport à ça. On en dira un mot après les informations. Mais cela étant, je pense qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des efforts faits par les Français au travers des aides qui ont été apportées et en face des éléments qui tardent, c'est le moins que l'on puisse dire, qui tardent à arriver. Ah oui, oui, je réponds. D'abord, les accords qui ont été pris concernent quand même plus de la moitié des salariés. Ils ont été pris par un certain nombre de branches qui pèsent plus de la moitié des salariés en France. C'est pas rien, ça n'est pas rien. Il y a, je crois, 15 ou 16 branches. 15 sur combien? Mais peu importe, c'est le nombre de salariés concernés qui compte. Non, mais peu importe. Mais non, mais c'est le nombre de salariés qui compte, enfin. Pardon, Pierre-Antoine, je vous coupe, mais le sentiment quand même général, c'est que actuellement, les chefs d'entreprise ne recrutent pas et continuent à licencier. Si les gens regardent les informations, c'est l'impression qu'ils ont. Et c'est ce que disent les chiffres, que le chômage augmente. Non, alors je crois qu'il faut revenir... Alors que partout en Europe, je le chômage baisse. Je réponds. Oui, mais en une minute, parce que... En une minute, alors. Il faut savoir une chose, c'est que les 40 milliards d'économies du pacte de responsabilité nous font revenir ni plus ni moins à la situation de 2010, puisque... Et une situation où les entreprises françaises étaient parmi les plus taxées au monde. Ces 40 milliards, il y a eu 20 milliards de hausse sous les 2 dernières années du quinquennat de M. Sarkozy et 20 milliards de hausse pour les entreprises sur les 2 premières années du quinquennat de M. Hollande. Donc on revient simplement à la situation de 2010. Voilà, ça c'est une réalité. Au nombre de demandeurs de 2010. Voilà. Non, mais... et vous ne savez pas ça parce que vous n'êtes pas dans une entreprise, mais il y a une inertie. À partir du moment où vous constatez un certain nombre de baisses de charges, elles ont été constatées très récemment, puisque le CICE est intervenu... Est-ce qu'il n'y a pas une position politique du patronat aujourd'hui qui attend les présidentielles? Est-ce que c'est pas ça qui est en filigrane? Sincèrement, on a autre chose à faire. On a développé nos entreprises et on le fait en fonction d'un environnement qui aujourd'hui commence à s'améliorer, mais il faut du temps, bien sûr. Allez, non, je suis obligé de vous couper, on rend l'antenne dans 20 secondes. Mais on continue après, on a une douzaine, allez, un petit quart d'heure après les informations de midi. On parlera de ça, bien sûr, la suite, et puis on parlera aussi un petit peu quand même de la loi travail qui se profile et qui va probablement